Il y avait un tweet très intéressant ce week-end qui disait « Être européen, c'est vivre tranquillement sa vie entre 9h et 15h. Être tranquille. Et à partir de 15h, être soumis à des dingueries totalement inconséquentes et terminer sa journée de travail à 18h, 19h avec le moral dans les chaussettes. » Je crois que ce week-end a été très parlant à ce niveau-là. Mathias Bacchino, Trade Republic, Gustav Sanden, Colbert. On va évidemment commencer par toute cette histoire autour du Groenland. Donc Donald Trump qui veut nous imposer des taxes et des surtaxes douanières supplémentaires parce qu'il a vu 15 militaires en doudoune Eli Hansen monter un escalier. Avec des chiens de traîneau. Avec des chiens de traîneau, bien entendu. Fameux. Très, très, très cher à son cœur, les chiens de traîneau. Bon, on est dans un niveau de dinguerie qui a rarement été vu au niveau géopolitique. Mathias, je suppose que là aussi, vous êtes un petit peu dans l'état de ce tweetos qui dit voilà, c'est 15h, il va se réveiller, ça va encore être dinguerie sur dinguerie. Et au milieu de tout ça, des marchés qui réagissent avec un relatif calme, on peut dire, pour le moment. Ça me fait penser à Pierre et le loup, en fait. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de difficultés à pouvoir juger de la pertinence de réagir ou non. C'est-à-dire, il est très difficile dans le comportement de négociateur qu'a Donald Trump et son administration de comprendre ce qui va vraiment avoir un gros impact ou non, et ce sur quoi il est prêt à taco, oui. Et ce sur quoi il souhaite fafo. Oui, voilà. Donc, taco, c'est Trump always chicken out, c'est-à-dire Trump se dégonfle à chaque fois. Là, ce qu'il vient de faire, par exemple, sur l'Iran. Oui, totalement, oui. Et fafo, c'est fuck around and find out, c'est-à-dire, si tu déconnes, tu vas voir. Oui, voilà, c'est ça. Et là, peut-être que ça s'applique effectivement à Emmanuel Macron, qui a annoncé vouloir déclencher le mécanisme anti-coercition, dont j'ai découvert l'existence d'ailleurs ce week-end. Je crois un peu tout le monde. Alors, on va le rappeler, c'est... Peut-être qu'il va find out, notre président. Oui, et il y a toute une palette de trucs. Alors, c'est-à-dire... guerre des tarifs, c'est-à-dire ils relèvent leurs tarifs, automatiquement on va relever les tarifs, et puis il y a peut-être quelque chose d'intéressant et qui va peut-être être l'occasion d'un taco, c'est exclusion automatique de toutes les entreprises américaines de tous les marchés publics européens. C'est-à-dire globalement, Amazon qui veut monter le cloud souverain allemand avec Amazon, bon bref, il y en a quand même pour 7 milliards de dollars. Microsoft, pour les... Microsoft, tout c'est, les marchés publics, désolé, c'est vous remballer et puis basta. Palantir, évidemment. Et Gustav Sanden, est-ce que vous pensez que ça pourrait éventuellement être le seul garde-fou? Parce que là, les GAFA américaines, elles vont le regarder en faisant « non mais là, oh ». Déjà, on découvre qu'il y a des garde-fous en Europe. Donc, l'année dernière, on a mis 6 mois, 12 mois à trouver un accord ensemble pour proposer une alternative à ces sanctions qui, finalement, ont été tacos, c'est-à-dire qui, finalement, n'ont pas eu lieu. Et les 93 milliards, en fait, ils ressortent le dossier qu'ils ont mis 6 mois à préparer, qui était censé être la réponse. Sauf que là, la réponse à 10%, c'est à peu près 600 milliards de sanctions contre l'Europe versus 93. Donc 2 poids, 2 mesures. En revanche, la mesure d'anti-coercition que j'ai découvert également, là, on parlerait plutôt de 2000 milliards. Donc on inverse les proportions, c'est-à-dire que dans un cas, c'était toujours une petite punition pour dire attention, si jamais vous allez trop loin, nous aussi, on sait mettre en place des sanctions, et d'ailleurs, on sait même trouver un accord entre nous au bout de 8 mois, versus on a des vrais outils de gouvernance, parce que la mesure anti-coercition, elle permet effectivement de prendre des décisions pour l'ensemble du groupe, et elle est assez efficace dans le sens où elle est conditionnée à une décision sous 4 mois, et elle dépend que d'une majorité simple, plus ou moins. C'est-à-dire que si la Hongrie et l'Italie mouvent, de toute manière... Voilà, on sort comme la France sur le Mercosur, soit dit en passant. Donc on découvre finalement que l'Union européenne a quelques outils, quelques munitions et parfois une gouvernance fonctionnelle. On verra si c'est effectif, mais si c'est le cas, ça donnera peut-être des idées sur d'autres thèmes parce que effectivement, on en a bien besoin. Parce qu'en plus, il y a quelque chose qui est encore en question, c'est que globalement, si j'ai bonne mémoire, les parlementaires européens doivent voter cette semaine pour entériner l'accord qui avait été trouvé cet été. Vous vous souvenez, à Mar-a-Lago, avec Ursula von der Leyen, qui est obligée de se rendre sur les terres de Donald Trump. Là, s'il met ça en fonction, il n'y a plus d'accord de fait. Donc personne ne peut le voter. Et ce qui pose un problème pour la crédibilité des États-Unis, avec tous les accords qui viennent d'être signés. Oui. Si du jour au lendemain,
la Suisse, le Japon, la Corée, la Chine peuvent voir l'Inde, le deal qu'ils ont avec les États-Unis être balayé d'un revers de main, évidemment, ça pose un problème de crédibilité pour les États-Unis. Et il ne faut pas que notre ami Trump pousse le bouchon trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se demande en fait où sera la limite, quoi. Et à quel moment, en fait, sa tactique du fou qu'il a pris à Nixon, d'après pas mal d'analyses ce week-end, à quel moment ça va commencer à créer des conséquences négatives majeures pour le peuple américain. Et ça, c'est très difficile à anticiper. Il y a un moment donné où il peut se retrouver dans une situation quand même où l'économie américaine part en cacahuète assez rapidement, quoi. Oui. Donc il y a un moment donné où il va trouver une limite. Et à mon avis, c'est la reine des risques, l'élément le plus risqué actuellement. C'est pas tellement le Groenland ou les droits de douane, c'est plus la perte de crédibilité de la Fed, la Banque centrale américaine. Si la Fed perd sa crédibilité et sa liberté au niveau international, c'est un énorme problème. Et quand ça a été le cas, manifestement, sous Nixon toujours, il y a eu 3 ans d'hyperinflation aux États-Unis quand même. Oui. Et si Trump prend 3 ans d'hyperinflation aux États-Unis dans le nez, il aura beaucoup de mal à le justifier auprès de ses électeurs. Alors, vous parliez de garde-fou. Expression très importante. Vous parliez de crédibilité de la Fed, très important aussi. Il y a un truc qui est complètement passé à l'as ce week-end parce qu'on a parlé que du Groenland et c'était normal. Donald Trump s'est énervé sur son réseau social Truth à cause d'un article du Wall Street Journal qui révélait qu'il avait proposé à la présidence de la Fed, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan. Il a réagi sur son réseau social en disant « Premièrement, c'est faux, vous êtes fake news, le Wall Street Journal, c'est n'importe quoi. Deuxièmement, j'ai jamais proposé ça à Jamie Dimon, qu'est-ce qu'il me veut ? Je vais faire un procès à JP Morgan. » Enfin, ça va quand même très très loin. Et là, on parle avec Jamie Dimon de la seule personne qui va le voir dans son bureau en disant « Maintenant, tu arrêtes tes bêtises parce que c'est en train de mettre un tel bazar que, justement, on est en train de perdre totalement en crédibilité. » Là, il est en train d'asséner des coups de pied à son propre garde-fou. Est-ce que vous pensez que ça peut aller plus loin et que ce soit plus grave du coup, mais pour le système financier américain, Gustave ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction, mais Mathias le disait la semaine dernière, le redit aujourd'hui. Effectivement, la Fed, c'est le dernier cordon qui tient tout ça. Si on n'a plus confiance dans le système monétaire américain, ça peut évidemment aller très vite dans le mauvais sens. Je le rappelle, l'Europe, c'est aussi un sacré détenteur d'actifs américains, en premier lieu de dettes. Mais donc, un scénario où c'est plus nos alliés et on n'a plus confiance dans la Fed, si vous voulez, c'est peut-être pas les petits porteurs qui vont aller vider leur compte en banque aux États-Unis, c'est peut-être les gros porteurs. Bah oui. Et si c'est les gros porteurs, ça fera pas mieux. Mal, ouais. Donc les banques régionales, elles peuvent être sauvées par JP Morgan. Oui, en revanche, la Fed, elle peut pas être sauvée par la Fed, par construction. Donc, ce qu'il faut redouter, c'est effectivement une perte de confiance des investisseurs internationaux qui, pour l'instant, tient. Mais encore une fois, vous disiez où est la limite ? Est-ce qu'elle n'a pas déjà été franchie ? C'est-à-dire que là, on parle quand même d'un pays de l'OTAN, menacé par un pays de l'OTAN. Ça, c'est quand même... on n'a pas de référence historique à ça. Nixon, peut-être pour la politique du fou, mais pour ce type d'agression publique, on n'a pas de référence. Il y a 12 mois, l'idée du Groenland, on pensait que c'était un peu une blague. Oui. Quand il en a parlé pour la première fois. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il sanctionne les États européens, enfin qu'il annonce vouloir sanctionner les États européens qui ont déployé des militaires au Groenland. Alors que son principal reproche aux Européens, c'est justement de ne pas suffisamment sécuriser le Groenland. Donc en première lecture, il m'avait semblé que son attaque était en fait une manière détournée de négocier pour que les Européens investissent davantage dans la sécurité du Groenland. Et en fait, donc je m'attendais qu'en réponse à cela, on ait un plan d'action de sécurisation du Groenland présenté par l'Union européenne et que ça calme tout ça. C'était ma compréhension initiale du sujet. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a 3 enjeux possibles à la volonté de Trump de prendre le Groenland. Un enjeu économique avec, entre autres pour simplifier, les ressources, les terres rares, les ressources naturelles. Un enjeu stratégique, militaire, avec la présence de base, mais ça, il peut déjà le faire, en l'état actuel du traité international. Il peut déjà le faire, il peut augmenter le nombre, il peut investir le Groenland militairement. Et une dimension symbolique, qui n'est pas forcément
oublié pour Donald Trump, quand on voit qu'il construit des monuments gigantesques, qu'il veut faire un arc de triomphe, qu'il veut faire un monument maintenant avec les héros américains, etc. Puisque le Groenland ferait des États-Unis le plus grand pays du monde devant la Russie. Oui, évidemment. Peut-être finalement que c'est cette dimension symbolique qu'ils cherchent. Mais je dois dire que là, si c'est le cas, je ne sais pas très bien comment ça peut se terminer sans dommage économique majeur. Oui, dans le sens où là, vraiment, on a l'impression que Donald Trump, depuis la fin de la semaine dernière, est en train de tester les ultimes limites avant le... Enfin, on peut parler de délirium total. Encore une fois, si elles ne sont pas déjà dépassées. Voilà, si elles ne sont pas déjà dépassées. Et clairement, quand on voit la position de l'Europe aujourd'hui, là, il y a un non-alignement qui est public pour la première fois. C'est l'expression que j'avais proposée, les nouveaux non-alignés. C'est peut-être la nouvelle conférence de Bandung. Voilà. Donc c'est peut-être finalement l'Europe qui, après s'être coupée de ses propres réserves de gaz, se retrouve du coup maintenant à devoir avoir une position ferme de l'autre côté du globe, et ça nous met dans une situation qui est quand même un peu plus isolée qu'il y a quelques mois, quelques années. Bon, ça nous envoie dans les bras de la Chine dans un TGV. Je veux dire, c'est à la fin des fins, c'est ce qui est en train de se passer pour le Canada. On l'a vu ce week-end aussi. Oui, tout à fait. Et, donc, ou peut-être de l'Inde aussi, avec qui on essaie de... Je pense que pour les auditeurs qui nous écoutent, ça nous dit une chose quand même importante en 2026. Ça fait 2 semaines que je le martèle, mais je vais continuer. C'est que là, il faut diversifier, mes amis. Oui, totalement. Que là, je voudrais vraiment diversifier. On a même vu le Bitcoin remonter à 95 000. Donc, tout à fait. Il y a aussi la rotation des investisseurs. Enfin, il se passe énormément de choses actuellement quand même. C'est dingue. Et, on va terminer par l'ultime. Je vous assure que c'est sérieux, c'est un article du Times. Nouvelle dinguerie du lundi. Voilà. On fait une nouvelle rubrique peut-être. Voilà, la dinguerie du lundi, on va la vendre comme ça, c'est très bien. Le Times nous explique, donc le Times of London, un journal très sérieux qui fait référence, qui nous explique que la Banque d'Angleterre est en train de s'interroger et en train de travailler sur des hypothèses de marché en cas d'annonce de l'existence d'une vie extraterrestre. Je vous jure que c'est vrai. Le truc, je l'ai lu ce week-end, ça m'est tombé des mains. J'ai fait non, c'est un site complotiste qui m'est envoyé par l'algo de Twitter, enfin de X, un truc comme ça. Mais pas du tout. Et en fait, on a l'impression qu'on est dans une telle atmosphère de dinguerie que voilà, on en rajoute encore et que les banques centrales, dont c'est le travail d'imaginer les scénarios les plus dingues, travaillent très sérieusement sur des scénarios qui vont très très loin. Gustave, ça vous évoque quoi ça ? Alors je sais qu'il nous reste quelques secondes, mais... Je me permets de faire une réponse non spécifique, mais je pense que ce que ça m'évoque, c'est le pricing du risque ou l'évaluation du risque qui devient absolument impossible. Oui. On le voit notamment en Amérique latine après l'affaire du Venezuela, où les assureurs ne savent plus pricer les risques extrêmes. On le voit avec notre incapacité à fournir une information synthétisée de situations géopolitiques de grande ampleur. Je pense que le risque extrême devient extrêmement dur à pricer. Ça se voit chez les assureurs qui sont contraints de le faire et qui ont du mal à le faire. Pour l'IA notamment. Pour l'IA, ça va devenir un sujet. Et ça se voit, et ça devrait se voir aussi dans les marchés. On voit le VIX qui remonte assez fortement après avoir eu ce pic très court l'année dernière. On voit le VIX qui remonte à nouveau. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est l'incertitude n'a plus vraiment de limite, et donc comment pricer le risque dans un monde où l'incertitude n'a plus de limite. Mathias, en quelques secondes. Oui, l'accélération du temps. Ça s'accélère très très fort là. Et donc peut-être que le futur, c'est déjà maintenant en fait, y compris pour la détection de vie extraterrestre. Je pense qu'on a quand même... d'autres risques et d'autres problèmes à traiter avant ça. Et il est certain que c'est un signe noir, un Black Swan ultime. Saxo Bank, on n'a pas parlé cette année. L'invasion extraterrestre, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu encore. Comme on dit souvent, je ne l'avais pas dans mon bingo. C'est tout de même fou. Mathias Bacchino, Trade Republic, merci d'avoir été avec nous. Gustave Sanden de Colbert, merci Antoine. C'était passionnant, vraiment.